Et bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle série d'émissions de Trek Analyse. Analysons la série animée Star Trek originale. Salut Thierry, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va super bien. Et salut Sean, comment vas-tu? Ça va très bien. Qui es-tu? Et oui, voilà, c'est exactement la très bonne question. Je ne suis pas Rémi 2D. Comme vous le savez, Rémi 2D a pris sa retraite. Je suis son cousin, Rémi Stéréo. Et désormais, c'est moi qui vais m'occuper de l'animation de ce merveilleux podcast vidéo que vous pouvez trouver sur YouTube et en format audio. Tant mieux. Tant mieux, c'est un connard. Comment ça, Ouais, c'est clair. Ouais, il était insupportable. Ouais, honnêtement, c'est un peu relou. Toujours à pinailler Je le sur savais. des trucs, Il gueulait en des plus. messages. Quoi dis donc, t'as Je le savais, bande de traîtres. C'est trop chiant. Je le savais, bande de connards. Je vais tous vous castagner, vous allez voir. Galaxy Pop. Allez. Tu nous vires et tu fais l'émission tout seul. Comment ça marche? Non, c'est affreux. Je veux Rémi Stéréo pour tous les épisodes. Tous les épisodes. Il y aura peut-être. Débrouille-toi, si j'ai du mets budget, le masque, garde-le. Si j'ai du budget, il y aura peut-être une gimmick masque. On verra. Bien, Bien, bonjour, bonsoir à toutes il et va à tous. 6J le masque sur sa face plutôt que de le porter. Est-ce qu'on aura Rémi Mulien, le Romulien? Non, je n'ai pas de budget pour les oreilles, par contre. C'était terrible. J'ai eu très peur qu'il ne s'arrache pas, parce que c'est un lacet derrière, et je ne l'avais pas serré, mais je l'avais trop serré quand même. T'aurais pu t'arracher une oreille? J'aurais pu tout C'est coiffer la gore en barbe. direct. Donc, on se retrouve cette fois-ci pour parler de cette autre série, la série animée originale, parce que maintenant, il y a plein de séries animées, enfin plein, deux de plus, séries animées Star Trek. Et alors, on avait reçu des propositions, je ne sais plus, on nous avait demandé de faire la 4e saison de Enterprise ou le fameux arc de la guerre Xindi, pas Xindi, la guerre Du Dominion. Du Dominion avec Deep Space Nine, mais non, sous l'invective, on va dire, de Thierry, on est parti sur la série originale. Thierry, pourquoi tu voulais absolument parler de la série animée? Oui, alors faut dire que je les ai harcelés, hein. Ils ont vécu un enfer avant d'accepter de faire la série, hein. Je suis allé chez eux et tout, je suis allé chez Sean au Canada, j'ai enlevé sa famille, il a niqué son bilan carbone enfermé dans une cave jusqu'à ce qu'il accepte, voilà, enfin bon, bref. Non, alors déjà, parce que effectivement, comme tu l'as dit, il y a des nouvelles séries animées maintenant, donc en fait, l'animation Star Trek est un peu revenu en état de grâce, hein, avec tous les compliments que reçoivent les deux séries animées. Et en fait, la série animée originale, c'est un peu l'oublié. C'est un peu la série oubliée de Star Trek. Personne n'en parle, ou en tout cas très peu. Il y a beaucoup de fans de Star Trek qui l'ont pas vu, alors qu'ils ont vu toutes les autres séries, etc. Et c'est une série que j'aime beaucoup, qui a été fait avec beaucoup de sérieux à l'époque, par les équipes qui ont fait la série originale Star Trek. Et je pense qu'elle elle mérite d'être vue, et du coup je voulais qu'on parle de ça pour un peu la mettre en avant et un peu rattraper l'erreur qu'il y a du fait qu'on l'ait oublié, quoi. Ok. Tu l'aimes bien, toi, cette série, Sean? J'adore cette série. Donc, il a kidnappé ma famille. Puis pendant ce temps-là, je lui disais, j'ai pas de problème avec ça. On va regarder ça. On va parler de... Il m'écoutait pas et il était tellement pris. Arrête, Thierry. Ça, j'accepte. Il voulait pas. En fait, c'était juste une excuse bidon pour aller kidnapper du monde.
Non, j'ai beaucoup aimé cette série. Il faut dire que c'est effectivement l'une des séries oubliées, puis c'est l'une des dernières séries que j'ai regardées. Il me restait, à l'époque, c'était avant que Discovery sorte, il restait Enterprise et la série animée à regarder. J'ai d'abord regardé la série animée juste parce qu'elle était plus courte. Donc je me suis dit, je vais regarder ça. Puis c'est immédiatement devenu l'une de mes top 3 séries Star Trek. Ouais. J'ai adoré. L'épisode 1 est particulier, mais il y a beaucoup d'épisodes particuliers dans cette série, mais honnêtement, c'est... 1, 2, 3, 4, 5, 25. Non, j'ai adoré immédiatement. Et voilà. Donc, Ouais, ben moi, content d'en parler. c'était un peu pareil. C'était au démarrage de Star Trek pour les nuls, je crois, que j'ai commencé à la regarder. Et si bien que moi, c'était devenu carrément ma série de chevet. C'est-à-dire que elle est sur Netflix. Et le soir, je mettais mon téléphone et je m'endormais avec Star Trek The Animated. Si bien que, parce qu'il n'y a que 25 épisodes, je crois, un truc comme ça en tout. Si bien que c'est carrément la série que j'ai le plus vue. Alors, je me suis souvent endormi devant, c'est vrai, mais c'est quand même la série dont j'ai vu le plus d'épisodes. J'ai oublié, j'avais la feuille de calcul, voilà, parce que je voulais, dans les fameuses gimmicks que l'on faisait jusqu'à récemment, je voulais reprendre les notations. Sauf que il se trouve que les notations n'ont été suivies que sur Ultime Frontière et non pas sur la communauté francophone de Star Trek. Ah ouais. Sur le forum, il y a la section commentaires, mais ils n'ont pas ouvert les votes. Donc, il n'y a pas de vote. Mais bon, je vous dirai quand même la note d'Ultime Frontière, mais bon, voilà, c'est dommage. Si ce n'est, qu'est-ce qu'on a de plus à dire? Au milieu des fans qui connaissent cette série, j'ai l'impression que l'avis est quand même assez convergent. C'est-à-dire que j'ai jamais entendu dire de mal de cette série, à part l'aspect visuel, mais dans ce cas-là, les gens ne la regardent tout simplement pas, comme la série originale. On a beaucoup de fans de Star Trek qui n'ont jamais regardé la série originale parce que c'est simplement impossible en 2024 de regarder cette série. Mais sinon, j'ai l'impression qu'il y a un gros consensus. On a une espèce d'effet de comme je déteste si je ne l'ai pas vu, je trouve, dans TAS. Souvent, les gens qui vont critiquer les séries animées, c'est parce qu'ils l'ont pas vu, simplement. Parce que dès que quelqu'un l'a vu, on est d'accord, c'est une très bonne série. C'est peut-être pas leur préféré ou peut-être pas dans leur top 3 comme moi, mais tout le monde apprécie la série, tout le monde l'aime. C'est uniquement les gens qui ne l'ont pas vu qui vont la critiquer. Puis c'est uniquement les gens qui ne l'ont pas vu qui vont vraiment se servir de temps en temps, ils se trompent de couleur ou de temps en temps, il y a une erreur d'animation contre la série parce que les gens qui ont vu la série, bon, premièrement, on s'en fout complètement. Oui. Puis deuxièmement, les erreurs d'animation, même dans les plus grands films d'animation qui ont coûté le plus cher au monde, il y en a. C'est des erreurs. Qu'est-ce que tu veux faire? Il y a des erreurs dans tout. Donc, c'est rien. Puis, ouais. Je pense que, je ne sais pas si tu voulais en parler, Thierry, mais il y a aussi la question de canon. Oui. Qu'il faudrait adresser avant de démarrer, je pense. J'allais aller là-dessus. Juste avant, je suis content parce que je voulais prendre des notes et en fait j'ai oublié. Et là, pendant qu'on discutait, j'ai retrouvé un post sur un forum où j'avais écrit 2-3 trucs. Et en fait, alors déjà pour répondre à ce qu'on disait, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui l'avait vu en entier et qui l'avait pas aimé. Par contre, j'ai rencontré effectivement des gens qui ont essayé de la regarder mais qui n'ont pas réussi à accrocher parce que l'animation ça les bloquait, machin, et qui du coup n'ont pas regardé, quoi. Et là, bon, effectivement, de toute façon, tu peux pas te forcer à un moment donné. Si ouais, voilà, ce qu'on peut comprendre, quoi. Oui, ce qu'on peut comprendre, parce que la série est quand même assez vieillotte. On pourra peut-être parler 2 secondes de l'animation et de la méthode d'animation après. Mais je pense effectivement qu'une des raisons pour laquelle cette série est oubliée, c'est effectivement ce que dit Sean, c'est que il y a à une époque, elle a été décanonisée. Beaucoup de gens ne savent pas qu'elle a été recanonisée après. Ce qui s'est passé, c'est quand il a fallu faire
The Next Generation, ou The Motion Picture peut-être. Les films, c'est les films. C'est quand Gene Ouais, Roddenberry est parti pour faire The les Motion films. Picture. En fait, Gene Roddenberry, c'est un truc que beaucoup de gens ont oublié. Gene Roddenberry, il tenait énormément à ce que Star Trek soit cohérent. C'est Et en compliqué fait, avec les séries animées. Oh, c'est compliqué avec la série originale déjà de base. oui, déjà Mais bon. de base. Et en fait, la série animée, elle a permis de faire des trucs. Et parfois, elle a fait des trucs parce que c'était moins cher pour l'animation, mais qui sont beaucoup plus chers pour du live. Et donc, du coup, il disait, je peux pas faire une série live en respectant ce qu'a fait la série animée. Donc, il faut décanoniser la série animée. C'est pas très grave de la décanoniser parce qu'il y a que 25 épisodes, comme tu disais, Rémi. Je ne me rappelle plus le nombre exact, mais bref, voilà. Et en plus, c'est des épisodes courts. Donc, on décanonise la série animée et comme ça, on peut continuer à faire du live action en étant cohérent par rapport à la série originale. Et en fait, c'est resté comme ça pendant très longtemps. Et donc, effectivement, je peux comprendre que les gens ils disent c'est pas canon, je vois pas l'intérêt de regarder, ça apporte rien. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant Enterprise a fait énormément de références et a repris énormément de concepts de la série animée. Ce qui fait que finalement, la série animée, elle apportait plus de cohérence à Star Trek que d'incohérence. Grâce à Enterprise. Donc, merci Enterprise encore. Pas la seule chose qu'elle a fait de bien, mais voilà. Et saison 4. Oui, saison 4 en particulier. Oui. Et donc, du coup, la question s'est posée en fait sur le site officiel Star Trek en mai 2006. Ils ont fait une. Alors, c'était pas pour rien non plus, hein, c'était un peu mercantile. C'était pour l'annonce de la sortie de la série animée en DVD. Ils ont fait un sondage sur StarTrek.com en disant est-ce que la série animée devrait être inclue dans le canon Star Trek? Et le oui l'a remporté de plus du double par rapport au non. If the oui win the no, if the yes win the no. Non, pardon. Et du coup, suite à ça, la série animée a été politique française. La série animée a été inclue dans la database et donc le canon officiel Star Trek. Et d'ailleurs, sur archive.org, on peut retrouver sur la page sitemap, on peut retrouver avant. Sur la page, il y a database officielle Star Trek canon avec la liste des séries qui étaient sorties en 2006. La liste des films, et il n'y avait pas la série animée, et on regarde, je ne sais plus combien de temps après le sondage, hop, il y a la série animée qui apparaît dedans. Je crois que c'est début 2007. Dès 2007, elle a été canonisée officiellement. Aussi, officiellement, non officiellement, il y a beaucoup de scénaristes et de producteurs de tous les Star Trek qui ont suivi Next Generation, donc Deep Space Nine, Voyager, etc., qui disent qu'ils s'inspiraient souvent de moments ou d'histoires ou de petites choses qui se passaient dans la série animée. Donc tout le monde qui, à l'époque, ils étaient très fans de Star Trek quand ils travaillaient sur la série. C'était des gens qui appréciaient déjà la série animée, puis qui la considéraient déjà canon. Je sais pour pas parler pour eux, mais en tout cas, ils allaient chercher des choses là-dedans, des informations là-dedans, puis des idées. Oui, et puis ça se voit, et on en parlera quand on fera les reviews d'épisodes au cours de l'émission. On pourra évoquer ce qui a été repris dans les Star Trek qui ont suivi, même avant Enterprise, ouais, tout à fait. Et il y a un truc, je parlais du fait qu'elle était oubliée, elle est oubliée au point que des fois j'entends des gens dire il y a eu un gap de 10 ans entre la fin de la série originale et le premier film, et pendant 10 ans il n'y a pas eu Star Trek. Bah si, en fait. 72, 73, il y a la série animée, donc 73, 74, je n'ai pas noté les dates. Encore plus fou, c'est que c'est littéralement créé par le créateur original de Star Trek en plus. Voilà, avec le casting original de Star Trek et les scénaristes de Star Trek. -1, ouais. D'ailleurs, on peut peut-être en parler de ça si vous voulez. Je voudrais juste finir sur le fait que pour les gens qui questionnent encore la validité de la canonicité de cette série, parce que peut-être que à leurs yeux, le site officiel
ça compte pas, etc. Eh ben, en ce moment, maintenant, quand CBS, Paramount, quand le studio sort un box set de Blu-ray ou quelque chose de TOS, de série originale, TAS est très souvent inclus. Donc, la collection des 50 ans de Star Trek en Blu-ray, quand c'est sorti, officiellement, il y avait TOS et il y avait TAS avec. Donc, c'est vraiment vendu comme un pack. C'est non officiellement considéré la 4e saison de la série originale. Et bon, ça date un petit peu notre enregistrement du coup dans le temps, mais la fameuse nouvelle série animée Prodigy, elle a été décanonisée du coup du fait de la rupture du contrat ou Non. D'accord. Non. Parce vu qu'elle est invisible et invisibilisée par CBS All Access. C'est pire que ça, ils l'incluent même plus dans leur marketing, quoi. Ils ignorent complètement. Voilà. Mais ça, c'est juste par rapport aux droits. Ils n'ont plus les droits. Donc, je pense qu'ils ne peuvent plus l'inclure dans leurs matériaux, dans le marketing pour quand ils font Star Trek Day ou ce genre de choses, quoi. C'est ridicule à un point. S'ils font de la pub pour ça, ils font de la pub pour la concurrence. Donc, Oui, donc ils ne peuvent plus. Mais officiellement, dans le canon, dans le lore, tu sais, le canon transcende les contrats. Ok. Ça marche. Thierry, tu voulais parler un point production. Oui, sur alors on va commencer par un truc. C'est que en fait c'est Lou Scheimer, le cofondateur de Filmation, donc le studio d'animation qui fait la série animée Star Trek. C'est lui qui a approché Gene Roddenberry pour faire une série animée. Au départ, l'idée vient pas de Gene Roddenberry, c'est vraiment lui qui disait il faut qu'on fasse une série animée Star Trek, machin. Alors lui, il voulait faire un truc, il voulait faire Star Trek Academy. Déjà, on parlait de Star Trek Academy à l'époque, avec des personnages enfants, parce que série animée pour enfants, ou une série avec l'équipage de TOS, mais enfants. Et Gene Roddenberry, il a dit ok, mais par contre, il faut que ça soit du vrai Star Trek, avec son vrai casting. Et comme Lou Scheimer avait vraiment envie de le faire, il a dit ok, on va faire comme ça. C'est toi qui vois. Et en fait, pour des raisons de budget, au départ, du casting de la série originale Star Trek, il n'y avait que Leonard Nimoy, William Shatner, DeForest Kelley, James Doohan et Majel Barrett qui devaient faire les voix. Ah ok, déjà, moi c'est plus que ce que je pensais. Moi je pensais que c'était qu'il y en avait. Ok. C'est plus que ce que je pensais. En fait, James Doohan, il est doué pour le doublage. C'est lui d'ailleurs qui avait fait. Il est aussi. Enfin, il est assez doué pour tout ce qui est vocal. C'est lui qui avait imaginé les premiers mots de Klingon dans le premier film, etc. Et il fait plein de voix dans la série animée, et je pense qu'il a été pris pour ça, parce qu'il était capable de faire plein de voix différentes. Et Majel Barrett, c'est la femme de Roddenberry, donc... Elle est partout. Et en fait, quand ils sont arrivés la première fois au studio pour, je sais pas, pour une réunion, ou pour, peu importe, Leonard Nimoy, il a dit, mais où sont Georges et Nichelle? Non, mais ils sont noirs et asiatiques, non. Et ben justement, il a menacé de ne pas doubler Spock si Nichelle Nichols et George Takei n'étaient pas recrutés. Et il a dit que c'était les représentants de la diversité dans Star Trek, et que la diversité dans Star Trek, c'était très important. La preuve, Arex. Vous avez le droit d'avoir 3 bras. Vous avez le droit d'être orange. Voilà. Aussi. Et donc, du coup, grâce à la pression de Nimoy, ils ont pu être recrutés. Par contre, Walter Koenig, lui, il est blanc, donc tant pis pour lui. Ils lui ont pas donné de poste de doublage. Par contre, ils lui ont donné un scénario d'épisode. On en parlera quand ça sera l'épisode concerné. Donc, il s'est pas non plus, il n'a pas été complètement mis de côté non plus, quoi. Voilà, donc merci Leonard Nimoy de nous avoir permis d'avoir les voix de Uhura et de Sulu, les vraies voix dans la série. Et ça, c'est un truc qui s'est fait qu'à l'époque, ça a dû changer depuis, c'était la série qui avait le plus gros budget doublage. Justement parce qu'il y avait beaucoup plus de comédiens de doublage que d'habitude. D'accord. Et en plus, des comédiens qui expérimentaient tout ça, qui étaient acteurs. Ah oui, en général, il y avait assez peu de comédiens et ils faisaient plein de voix dedans, quoi. Donc, je ne sais pas comment c'était à l'époque, mais il faut savoir que maintenant, la manière dont ça marche, les contrats Hollywood,
tu es payé pareil pour faire 3 voix. Donc, tu peux faire de 1 à 3 voix sur une série, et tout ça, c'est sous le même contrat. Donc, à partir du moment où tu fais une 4e voix, c'est un 2e contrat qui rentre, donc du coup, tu as une espèce de 2e paye. Donc, souvent, les acteurs vont faire 3 voix, ou dans le cas des Simpsons, ils vont faire 18 voix, là, mais c'est souvent des contrats. Peut-être qu'ils font des contrats groupés par rapport à les gens qui font beaucoup de voix, mais on voit dans les séries Rick and Morty, etc., c'est souvent un acteur qui fait plusieurs voix de plusieurs personnages. Donc, c'est pour ça que tu as des casts qui sont assez limités de règle générale. Voilà. Donc, je ne sais pas comment c'était dans les années 70, sûrement un peu pareil. Là. Ouais, c'est possible. Sachant que, du coup, pour faire des économies sur le doublage, ils ont fait des trucs un peu, genre un peu limite artisanaux, où t'as des membres du staff d'animation qui ont fait des voix par-ci par-là pour des personnages très secondaires et tout. Parce que je suppose qu'ils pouvaient faire ça sans que ça leur coûte trop cher. Ils ont dit, allez, tiens, t'as fini ton café, viens faire une voix, là, faut que t'enregistres 3 mots. Et donc, il y a les enfants de Al Sutherland, par exemple, le directeur de TAS, qui ont fait des voix. Enfin, c'était très, il y avait un côté très artisanal. Alors pourtant, Filmation, c'était quand même on va dire une grosse machine industrialisée, mais avec très peu de staff par rapport au boulot qu'ils abattaient, quoi. Je pense que ce serait moins possible de nos jours, surtout par rapport à la force des syndicats d'animation, syndicats de l'industrie du cinéma maintenant. Je pense que tu n'as pas trop le droit de faire une voix si tu n'es pas syndiqué ou pas couvert par l'un des syndicats de ça, là, mais... Et il y a eu un autre truc aussi, c'est que donc, une des forces de la série animée, c'est d'avoir eu des scénaristes de la série originale à faire des scénarios. Et en fait, il y a 2 raisons pour ça. Une raison, parce que c'était une volonté de Gene Roddenberry et de Dorothy Fontana, qui étaient coproductrices sur la série. Et deuxièmement, parce qu'il y avait une grève des scénaristes à ce moment-là, et que la grève des scénaristes concernait les scénaristes pour les séries live. Donc du coup, parce que je sais pas si vous savez comment ça marche, mais dans les syndicats de scénaristes aux États-Unis, les scénaristes doivent suivre des règles, sinon ils sont exclus du syndicat, et s'ils sont exclus du syndicat, ils ont beaucoup plus de mal à trouver du travail, etc. C'est beaucoup plus compliqué pour eux. Et surtout, ils ne sont pas protégés par les protections du syndicat, et ils en ont besoin. Donc du coup, s'il y a une grève, ils ne peuvent pas être briseurs de grève, quoi. Sinon, ils sont dégagés. Mais là, du coup, ils avaient besoin de bosser, et ils pouvaient bosser parce qu'ils pouvaient faire de l'animation sans enfreindre les règles du syndicat. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles il y a beaucoup de scénaristes de libres pour le faire. Parce que sinon, ils auraient peut-être été pris sur des séries live, etc. Donc, ça a été plutôt cool pour la série. Ok. Walter Koenig est revenu pour écrire ou scénariser un épisode à un moment, il me semble. Ouais, c'est ce que disait Thierry. C'est The Infinite Vulcan, si je me rappelle bien. Ah bah oui. Et parmi les... Ah oui, le fameux... Les Philosiens. Il y a beaucoup d'informations sur cette série via ce bouquin qui s'appelle Star Trek, le guide... Hop là, le guide officiel de la série animée, ou vers la série animée, je ne sais plus. Et oui, voilà, merci Thierry. Et on va essayer de sortir pas mal d'infos de ce bouquin. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous vouliez aborder avant de commencer ? Oui, juste pour noter, parmi les scénaristes qui sont revenus faire des épisodes, les scénaristes de TOS qui sont revenus, il y avait David Gerrold, Samuel Peoples, dont on va parler ce soir. Voilà, ce soir, tout à fait. Sauf que je l'ai perdu ma note, mais bref. Margaret Harmon et Dorothy Fontana, dont j'ai parlé tout à l'heure. Et voilà, et je pense que effectivement, on a presque tout dit. Si, sur les erreurs d'animation. Effectivement, il y en a pas mal. Moi, je les relève pas. Hein. Franchement, j'aurais pas lu dans le bouquin ou vu des trucs sur Internet, j'aurais jamais fait gaffe. C'est lié à la manière dont ils font l'animation chez Filmation. Et en fait, ils ont une technique et c'est ce qui leur permettait de faire des séries pas chères. Ils sont connus pour ça. D'ailleurs, oui, tiens, ça fait 3 fois que je me dis qu'il faut que je le dise et que j'oublie. Filmation, ils ont fait énormément de séries dans les années 70, de séries animées, beaucoup de séries toyétiques. Et ils ont fait notamment une série très connue, Les Maîtres de l'Univers, Musclor, et She-Ra.
Voilà, et c'est peut-être les plus connus parmi celles qu'ils ont fait, mais ils en ont fait des tonnes. Ils ont fait la série SOS Fantôme des années 80, et beaucoup plus tard. Ah oui, oui aussi. Et donc, en fait, ils utilisaient un banc d'animation. En gros, c'est une caméra qui est fixée sur un truc avec des calques qui bougent, qu'on peut déplacer, etc., les uns sur les autres. Et en fait, ils avaient une limite de nombre de calques. oui. Parce que, en fait, à partir de 6 calques, je crois que c'est 6, en fait, ils sont transparents, mais il y a une limite, quoi. Et en fait, au-dessus de 6, ça rendait l'image un peu floue, un peu moche. Donc, ils passaient jamais au-dessus de 6 calques. Et en fait, pour les uniformes, comme il y a des couleurs différentes et tout, parce qu'ils avaient du coup un calque pour le contour de l'uniforme, et ils avaient des calques de couleurs différents. Enfin, c'était compliqué avec les uniformes de TOS. Et donc, ça fait qu'à certains moments, c'était même pas des oublis, c'est vraiment des trucs volontaires en disant bah tant pis, on va pas mettre le calque des jambes parce qu'on n'a pas assez de calque pour faire les décors, les animations des boutons qui clignotent, le costume, la bouche qui bouge et tout, ils n'avaient pas assez, quoi. Et donc ils disaient bah tant pis, là il y aura un coin où il manque les jambes, ou il y aura un coin où il manque un truc ou l'autre. Et des fois effectivement c'est des oublis parce qu'ils étaient pris dans le truc, mais il y en a beaucoup, c'est vraiment une imitation technique. Ouais. Et dernier truc, et donc du coup, dans l'optique de faire des séries pas chères, ils avaient une politique de 30% de réutilisation de plans par épisode. Et ça se voit pas mal si on y fait attention. Alors, réutilisation de plans, c'est pas comme dans un film où c'est vraiment le même plan avec même décor, même personnage, etc. Là, c'est des plans d'animation. Donc, en fait, il va y avoir, avec les calques, en fait, il va y avoir une série de calques pour animer un personnage. Mais ils peuvent changer le décor derrière facilement, par exemple. Et donc, on va revoir très souvent la même animation de personnage qui va se reproduire à divers endroits. Notamment les 3 personnages qui marchent en ombre noire dans le décor. C'est très beau, mais c'est vrai que c'est l'image qu'on revoit à chaque épisode. Oui, par exemple. Mais c'est Kirk qui se met à avancer comme ça vers l'écran, des trucs comme ça. Ouais. Et par contre, il y a des plans où par contre ils n'ont pas été chiches. D'ailleurs, on les voit dans le générique. Les plans de l'Enterprise qui est en orbite autour d'une planète. Sont beaux. Et certains plans de la passerelle, ils ont été faits par rotoscopie à partir des scènes de TOS. Et c'est pour ça qu'ils sont aussi beaux et que l'animation est aussi belle, quoi. C'est de la rotoscopie. Quoi. Et du coup, maintenant qu'on regarde les séries en ultra haute définition, machin, soit sur du Blu-ray ou des plateformes avec des qualités incroyables, évidemment, on voit les calques. Donc, notamment l'Enterprise, quand il est en train d'orbiter, d'avancer tout seul, il y a toujours des petites taches, des petites saletés ou trucs. On voit la plaque qui suit l'Enterprise. C'est cool. Moi, ça fait une petite saveur. Une petite saveur doudou d'une époque que je n'ai pas connue. Mais... Bref. Et puis, d'ailleurs, sur les calques, alors j'ai appris un truc. J'ai réappris un truc parce que je l'avais lu, mais j'avais oublié. Mais en relisant, là, je relisais le bouquin juste pas longtemps avant l'émission. Pour les couleurs, pour une même couleur, ils avaient 3 ou 4 calques différents selon la position dans l'ordre des calques. Parce qu'en fait, les calques, ils ont tendance à éclaircir les couleurs des calques d'en dessous. Ah ben oui, ouais. Et donc, du coup, ils avaient, par hauteur de calque, ils avaient plein de calques de couleurs différentes et ils choisissaient en fonction de la hauteur pour que les couleurs soient cohérentes. Si c'est le 3e calque, ce sera le vert numéro 3. Si c'est le 2e, ce sera le vert numéro 2. C'est ça. 4. Ah mon Dieu. Okay. Incroyable. Mais ouais, c'est logique en fait. C'est fou. Oui, ouais, c'est logique. Bah, ça a du sens une fois que tu l'expliques, mais c'est sûr que tu sais. Et il y a certaines séries où ils le font pas. Et ça se voit. Je sais plus dans quelle série j'ai vu ça, mais dans les vieilles séries animées, ça arrive souvent. Notamment quand il y a un décor et qu'en fait il y a un élément qui va bouger, et donc ils vont bouger le calque de l'élément pour le faire bouger. Et en fait, ça se voit que cet élément va bouger parce qu'il n'est pas de la même couleur. Et donc là, pour le coup, il faisait pas. Ça veut dire qu'il faisait pas les teintes. Tu pouvais voir la blague avant qu'elle commence. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et dernier point, puisqu'on est dans les couleurs, la série animée est assez connue pour avoir des couleurs un peu chatoyantes et puis un peu parfois étonnantes. Et il y a une rumeur. Le point Klingon. Fallait exploiter les télévisions couleurs, voyons donc.
Ouais, bah oui. Alors il y avait une rumeur comme quoi le coloriste était daltonien, mais non. Le coloriste Irv Kaplan n'était pas daltonien. Il adorait juste énormément le violet, le rose et le vert. Et donc il en mettait partout. Par contre, la T'as seule raison. personne qui pouvait avoir un mot à redire sur ces couleurs, Al Sutherland, le directeur d'animation, lui, il était daltonien. Donc en fait, la personne au-dessus de lui pouvait pas lui dire non, non, mais là, tu fais pas Adam des maîtres de l'univers en rose. C'est pas possible. Et donc du coup, bah, il a laissé faire. Je prends un exemple en dehors de Star Trek parce que je trouve ça très drôle parce que c'est Musclor, tu vois, c'est le mec viril quoi. Mais quand il est en Adam, bah, il a une tunique rose. Voilà. Pourquoi pas? Soyez viril, Le- portez du rose. Le rose était une couleur. Hop là, donc voilà, ce qui nous donne. Je vois pas ce que je montre. Ouais, ce qui nous donne des moments, voilà, des Klingons en rose. Voilà, rose et des violet. Klingons en armure violette. C'est cool. Ouais, Ouais. Mais c'est après, une fois qu'on a passé ça, c'est fun quoi. C'est le plus bel pas grave. uniforme Klingon de tout Star Trek, je vais être honnête avec vous. Là. T'as déjà vu des cosplays de ça? Non. Parce Non, que bon, on voit quelques cosplays de la série animée, hein, notamment des chats, Oui. des aigles, des Arex, mais Ouais, il y a des gens qui font beaucoup d'efforts sur les Lower Decks puis Prodigy, mais j'ai pas encore vu de cosplay intense sur série animée. Ah ouais. ok. Ah Je vais si, faire moi, une- j'ai vu des très beaux cosplays de MRS, Ah ouais? plusieurs même, et j'ai Ok, vu oui, un non, cosplay. ouais. J'ai vu un cosplay de Arex Ah ouais? qui devait être super dur à faire. J'ai vu des photos sur un concours cosplay, donc tu vois un Arex sur scène cosplayé. Je sais pas comment il sait tenir la troisième jambe, mais Troisième. pas sûr de vouloir savoir. Petite parenthèse, on va sûrement faire référence au livre plusieurs fois, le livre de Aaron Harvey. Là. Aaron Harvey, vous pouvez aller le suivre sur Twitter si vous voulez, c'est Geek Filter. Aussi, ben, si vous parlez ou si vous comprenez couramment l'anglais, il est très très souvent sur le podcast d'un ami Textrek. Ah ouais? Ouais, ils sont devenus amis. Et donc, il est très souvent là avec lui, surtout pour les séries d'animation qui sortent, que ce soit Lord X Prodigy, ben, c'est sympathique que lui soit autant un grand fan de séries animées. Puis lui, il fait partie des podcasts et des conversations sur les nouvelles séries animées qui sortent. Ok. Donc évidemment, c'est quelqu'un cool. qui est très instruit au niveau du canon et du lore de Star Trek, surtout dans tout ce qui est animé. Donc quand on fait des petites références, quand il y a des easter eggs dans les nouvelles séries, ben, c'est de suite lui qui va les voir en premier. Donc voilà, c'est sympa. Ok. Ah, c'est cool. C'est parti? Allez. Eh bien, allez, c'est parti. Ce soir, on va parler de cet épisode Beyond the Farthest Star, réalisé par Al Sutherland et écrit par Samuel A. Peoples. C'est comme ça qu'on prononce, Sean? Oui, Peoples. oui. Et Ben, ça se prononce petite A, image. pas A, mais c'est correct. Oui, j'ai dit Samuel A, c'est vrai. Et ne dérangeons pas à la règle pour cette fois. Comment s'appelle cet épisode en français? Au-delà de l'étoile morte. Ouais, mais toi, tu triches, Thierry. Se déroulant le Ah ouais. 5221.3 de manière interne est diffusé pour la première fois le 9 août 1973. Sauf à Los Angeles. Sauf à c'est vrai, il n'a pas été diffusé à Los Angeles? Oui, alors c'est une petite anecdote que j'ai notée. En fait, à Los Angeles, George Takei faisait campagne pour être conseiller municipal. Et en fait, il y a un de ses adversaires qui a estimé que ça lui donnait un avantage déloyal d'avoir sa voix à la télévision. Et donc, C'est vrai. coup, jusqu'à la fin des élections, il n'y a pas eu d'épisode de la série animée à Los Angeles de diffusé. Est-ce qu'il a gagné? Je sais pas. Je ne suis pas allé jusque-là dans la recherche d'infos. S'il a perdu, c'est à cause de ça. Voilà, et s'il n'a pas gagné, s'il a gagné, c'est grâce à ça. C'est grâce Et en à ça. fait, effectivement, dans les règles des élections, il y a des trucs sur le temps d'antenne. Et du coup, ça aurait changé son temps d'antenne et ça n'aurait pas collé à ce qu'il avait déjà fait en campagne. et tout Donc ça. la série, tout le temps de la campagne n'a pas été diffusée Ouais. à Los Angeles. C'est fou. Et du coup, les épisodes ont été rediffusés plus tard.
C'est incroyable. Euh, À l'époque, les gens ne savaient même pas qu'il y avait une série. Enfin, les gens ne l'ont pas su, quoi qu'il arrive. Mais, mais en plus, ils ne le savaient pas. Non, bah, voilà. ouais, l'épisode est sorti exactement le même jour, d'ailleurs, que le premier épisode de la série originale, le 8 septembre. Waouh. J'ai dit le 9 août. Ah. Moi, J'ai pas regardé la date de sortie. perso, l'info donc, est sortie du Blu-ray. C'était sur le menu du Blu-ray. Première Alors. diffusion le 9 août. Ouais, sur Allez, c'est parti. sur les Wikipédia, ça dit le 8 septembre. D'accord. Ah, c'est marrant. Alors. Bah, le temps que Thierry cherche son info, l'épisode s'ouvre Le directement. Blu-ray essaye de fausser les informations. Fausser l'histoire et pour fausser la victoire ou la défaite de George Takei. Ah, ok. Alors, L'épisode oui, s'ouvre. ouais. Ah non, c'est bon. 8 septembre 1973. C'est peut-être que le coffret Blu-ray a été édité en Angleterre et peut-être que ce sont des dates anglaises. Parce que ça peut arriver. Ça a été fait avec Battlestar Galactica. Les dates indiquées ne sont pas les mêmes partout. Peut-être. Ok. Je rechercherai. Ou alors 8 septembre, c'est ça? Ouais. Ouais, c'est ça. Je suis un gros schlag qui a oublié que 8-9 et 9-8 en anglais, la date. Voilà. Donc, c'est ça. C'est bien. Parce que C'est pas bon. J'ai dit que c'était le 9 août et c'était C'est le pas bon. 8 septembre. Écoute, il Avant faudra de- que je fasse gaffe. Avant de décrire l'ouverture de Non, l'épisode, je suis pas bon. Est-ce que Je je n'ai fais jamais tort. Est-ce que je fais le journal du capitaine? Alors, juste le point sur la première scène qui est le générique. Le fameux, très fameux oui. générique de la série animée que je trouve magnifique et avec cette chouette musique. Non, merde, je me suis perdu. Bon, bref, avec le très 70s générique, j'aime beaucoup. Ah oui, la Super cool. musique, c'est années 70 à fond. Ouais. Dans lequel il faudra qu'on fasse une capture pour une prochaine émission parce que à chaque fois, Thierry, je te repose cette question. Et je ne me souviens jamais ce que c'est. Il me semble que tu me dis que c'est une nébuleuse ou je sais pas quoi. Il y a une espèce d'œil façon Borg. Et je me demande ce que c'est tout le temps et j'oublie. Et à chaque fois, tu me dis, mais non, c'est ça. Et j'ai oublié le nom. Non, mais on en parlera au prochain épisode. C'est un type de nébuleuse particulier qui a cette forme. Et quand je cherche les images, ça correspond totalement. Et donc, scène numéro 1. L'épisode s'ouvre sur un Captain's Log durant lequel le capitaine Kirk nous explique que... Vas-y, Thierry. Journal de bord du capitaine. Date stellaire 52021.3. Nous nous éloignons des limites de notre galaxie en direction de Kestar M17 et recevons une source d'émission radio mystérieuse. Notre mission, la cartographie stellaire. T'as dit 52 021 .3. C'est 5221. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est moi qui sais plus lire les chiffres. Alors, grosse surprise dès la première phrase, hein, parce qu'on se rend à la limite de la galaxie. What? Oui. De ouf. Hop là, c'est parti. Dès le premier épisode, c'est des fifous. Mais il me semble que déjà dans TOS, hein, ils faisaient ce genre de truc. Ils allaient à la limite de la galaxie dans tous les sens. Ils changeaient de galaxie par-ci par-là. Non, pas trop. Oui, d'ailleurs, pour le coup, alors après, c'est con parce que j'ai pas noté le. Je vais aller voir tout de suite. J'ai pas noté si la VO, parce que là c'est le log des sous-titres. Et ah oui, non, c'est ça. C'est au-delà des limites de notre galaxie. C'est étonnant parce que dans TOS, il y a une barrière galactique qui empêche de sortir de la galaxie. Elle n'est pas encore établie. Si, elle est dans pas TOS. encore canon. Elle est dans TOS déjà ou Ouais, il a la barrière galactique. Il la rencontre dans TOS. Ok. Parce que là, il faut je ne me rappelle savoir plus l'épisode, mais TAS parle souvent de quitter la galaxie, mais il parle aussi de se rendre, où ils se rendent littéralement au centre de la galaxie. Aussi. Oui. Et qui font toutes sortes d'affaires aux autres, sont capables de tout traverser, il n'y a pas de problème. Ouais. On va dire que c'est la limite de la galaxie explorée.
Ah bah, en plus, c'est dès le deuxième pilote, c'est dans Where No Man Has Gone Before. Et comment c'est possible qu'il se soit planté là-dessus? Ah, la barrière, elle empêche pas de sortir. Elle est dangereuse de rentrer dedans. Mais ils peuvent. Il y a 2 épisodes de TOS qui parlent de ça. Il y a Where No Man Has Gone Before et il y a By Any Other Name de la saison 2. Et le truc, c'est que l'épisode dont on est en train de parler là, Beyond the Farthest Star, il a été scénarisé par Samuel Peebles, comme on a dit. Et Samuel Peebles, c'est très juste qu'il fasse le premier épisode de TAS parce que c'est lui qui a fait le second pilote de TOS. Where No Man Has Gone Before, c'est lui qui l'a fait. Donc il parle de la barrière galactique dans cet épisode. Lui, son truc, c'est l'espace, c'est pas suffisant. Il faut aller encore plus loin. Ouais, il faut dépasser la barrière galactique. C'est son signature move. La Lune. Vendez-moi Pluton. Bref, ok. Mais pas le temps de niaiser. Hop, première capture d'écran. Pas le temps de niaiser, je disais, sur la passerelle, c'est l'alerte rouge. L'Enterprise est bloquée en accélération, plus rien ne répond. Kirk demande à ce que les moteurs partent en marche arrière, mais ça crée un tel bazar que la caméra zoome et dézoome non-stop alors que personne ne bouge. Alors ça, c'est une moquerie gentille de ma part. C'est comment tu veux animer à l'époque. Je suppose qu'ils devaient faire bouger les calques, en fait. Oui, sûrement, ouais. Un truc comme ça. Ou la caméra directement, en fait. Oui, non, c'était la caméra, parce que les calques, ça aurait été... Des doigts qui dépassent. Ouais. Du coup, en fait, du coup, c'est la même technique que la série originale. Que dans la série originale, on secoue la caméra, les acteurs font semblant de bouger, sauf que là, si tu veux que les acteurs fassent semblant de bouger, il faut que tu animes les personnages en train de remuer. Voilà. Donc là, ils ont l'air de s'agripper, hein, quand même. On le voit bien sur l'image. Oui. Georges a l'air vraiment bloqué sur son poste. Bref. D'après Spock, tout cela est dû à une hypergravité venue d'une force inconnue. Après un scan, on voit un truc s'afficher à l'écran. Alors, je n'ai pas exploré les captures d'écran. Tu me diras, Thierry, si... Non, parce que je me souviens plus de ce que j'ai fait. Je me souviens pas de ce que tu as fait. On voit un truc s'afficher à l'écran. D'après Uhura, c'est la source des ondes radio dont nous parlait Kirk dans son journal. Spock indique qu'il s'agit d'une masse stellaire négative. Quoi ? C'est quoi une masse stellaire négative ? Ouais, ça c'est un peu bizarre, mais c'est la science des années 70, on va dire. Voilà, la science qui nous permet d'aller à la limite de l'univers. Parce qu'en plus, si c'est une... Redis l'expression, c'est quoi ? C'est une masse stellaire négative ? Une masse stellaire négative. Alors, si elle est négative, j'ai pris les sous-titres. Ce sont les sous-titres. Ouais. Je ne sais pas si c'est ce que dit Spock. Si elle est négative, elle devrait repousser, au contraire. C'était quelque chose pour dire que c'était mort, quoi. Étant donné que l'Enterprise ne peut pas se dégager de l'attraction, Kirk décide d'accélérer afin de rentrer en orbite autour de la masse. Après une fausse tension afin de savoir si le vaisseau va s'écraser ou non, ce serait quand même dommage dès le premier épisode qu'il se plante, l'Enterprise parvient à se mettre en orbite. Bones demande alors comment s'échapper d'une telle force attractive. Spock va faire les calculs nécessaires, mais d'abord, Uhura indique capter de nouveau l'émission radio. Elle vient d'une direction très précise, à 90 secondes d'ascension droite sur le plan galactique, droit devant. Tu sens que dans cet épisode, ils voulaient vraiment faire du techno-blabla. Ouais. Et ils y vont à fond, quoi. Vraiment, il y en a partout. Ils ont dû se dire, si un enfant comprend, ça ne va pas. Il faut que même les adultes ne comprennent pas pour que ça ait l'air intelligent. Je sais pas. En anglais, la science est une vibe, quoi. Tu sais. En anglais, elle dit 9 seconds right ascension from galactic plane. Et right ahead. Elle le dit pas, right ahead ? Elle dit dead ahead and closing dead fast. Ahead. Et alors autant utiliser des secondes, tu sais, ça se fait beaucoup avec les heures et les minutes, tu sais, pour dire à 5 heures, pour indiquer une direction à peu près. Ouais. Mais donc, peut-être qu'ils font ça avec les secondes, pourquoi pas. Le plan galactique, c'est le plan de rotation de la galaxie. Ouais. Donc ça va. Par contre, à droite de quoi ?
À droite de Je sais l'Enterprise. pas. Et à droite de combien? Ouais, À tribord. droite. Là. C'est curieux, c'est très curieux. bah. Effectivement, là pour le coup, ils ont pas, c'est pas aussi dans TOS en général, c'est plutôt pas trop mal fait. Encore que c'est la série qui fait le plus de trucs bizarres avec le techno blabla. C'est les séries suivantes qui ont vraiment été carrées là-dessus. Mais là, faut avouer que ça part un peu en cacahuète quand même. Disons qu'on a l'impression d'avoir perdu la rigidité des films de sous-marins. Tu sais, c'était le truc d'Enterprise, on était dans un sous-marin ou dans un bateau, donc il y avait ces notions de tribord bâbord, voilà, qui sont un peu quand même restent nébuleuses dans l'espace, nébuleuse espace. Mais bon. Disons que le point de référence c'est le vaisseau, donc à la limite c'est plus facile de se dire, ok, c'est par rapport au vaisseau quoi. Regardez-moi cette image comme c'est magnifique. Regardez-moi les détails d'Arex, quoi. Je suis trop content. Je suis tellement content de faire ce podcast. Alors, voilà. Alors du coup, c'est dès le premier épisode, on voit Arex, mais il a pas une seule ligne de dialogue. Il est juste là. Il est juste là et ils ont. Voilà. Un truc que j'en profite pour le noter. Les personnages, ils sont entre guillemets assez simples. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas notamment d'ombrage sur leur corps, etc. C'est des couleurs plates. Et c'est logique parce que ça permet d'animer plus facilement. Parce que sinon, tu dois t'amuser à raccorder les ombres quand tu fais bouger un bras ou quoi, c'est l'enfer. Donc c'est normal qu'ils font ça par mesure d'économie pour pouvoir animer plus facilement. Par contre, sur les décors, ils se font plaisir. Et en général, prêtez attention aux décors, et on vous fera prêter attention aux décors sur les captures d'écran. Les décors sont magnifiques parce que pour le coup, ils n'ont pas ce genre de problème et donc ils peuvent vraiment pousser. Et là, les détails de la passerelle et tout sont vraiment bien rendus. Ils sont vraiment bien faits, quoi. Et ils ont 5 doigts. Prends ça à mi-journée. Voilà. Film Nation y arrivé dans les années 60 et pas toi en 2024. Bref, c'est là qu'on voit à l'écran le vaisseau incroyable de cet épisode. Le concept fou furieux de cet épisode. Parce que c'est chaque épisode son concept fou. Alors, il faut savoir que le vaisseau, il a été dessiné par Robert Klein. Et avant d'arriver à ce design-là, il en a fait une 100. Waouh. Pour un épisode. Hein. Jusqu'à ce que Gene Roddenberry en accepte une version. Et en fait, au départ, je commençais à lire ça et j'ai dit, quand même, Roddenberry, il aurait pu être plus explicite sur ce qu'il voulait et machin. Et en fait, le problème, c'est qu'ils n'étaient pas en contact direct. Il y avait 2 niveaux de hiérarchie entre Gene Roddenberry, qui du coup n'était pas directement employé de filmation, et Robert Klein, qui lui l'était. Et du coup, les instructions, elles se perdaient un peu en chemin. Et au départ, ils lui ont dit, vas-y, fais un vaisseau, mais ils n'ont même pas dit quel type de vaisseau, quoi que ce soit. Donc lui, il a fait un vaisseau de la Fédération. Parce que lui, il s'est dit, c'est un vaisseau de la Fédération. Et après, ils lui ont dit, c'est pas assez bizarre. Donc du coup, il a fait un vaisseau de la Fédération bizarre. Ah là là, ce pétage de plomb. Et aujourd'hui, on voit un SMS, c'est fini, quoi. 100 vaisseaux plus tard, il a réussi à faire un truc que Gene Roddenberry, il a dit, voilà, parfait, c'est bien, c'est bizarre comme je voulais. Et un truc... Weird as fuck. Pardon. C'est dès ce moment-là déjà. Alors déjà, quand on voyait Arex, on voyait que du coup, ils se font plaisir parce qu'ils n'ont pas à faire des maquillages pour faire un type qui a 3 bras et une tête bizarre. La structure de son visage à Arex, elle est ouf. Bien qu'on ait déjà la notion de un front bizarre. C'est-à-dire que dans TOS, s'il y a des aliens, c'est souvent l'alien de la semaine, c'est pas vraiment un membre de l'équipage. Ouais. Oui. Donc là, on t'établit en partant, l'un des personnages qui va être sur la passerelle, c'est un alien. Puis c'est pas juste un alien, c'est un alien qui a des membres en plus, etc. quoi. Un alien que tu peux pas faire en costume. C'est ça. C'est quelqu'un, on aurait eu beaucoup de mal à faire quelqu'un pendant ces années-là. Même aujourd'hui. Hein. Pardon. Ah bah en costume, ouais. Tu vois la finesse de son cou, déjà, c'est pas possible. Parce qu'un humain n'a pas un cou aussi fin. Bah, il faut que tu fasses du CJ, quoi. Et faut qu'il y ait un couvert pendant le tournage. Il y a des fan-films qui l'ont fait, de faire Arex en image de synthèse. Ouais. Je l'avais déjà dit, mais John Byrne l'utilise énormément dans ses romans photos. Il met Arex dans les romans photos Star Trek qu'il a fait. Et le vaisseau, là, c'est pas un truc que tu peux faire en maquette. C'est chaud. Hein.
C'est Il pas te faut des possible. tiges Il y a trop métal de, il y a trop super de dures. tiges toutes Ouais. fines et de grosses masses au bout. Ça se tordrait, ça serait l'enfer à faire en maquette. Donc, du coup, dès le premier épisode qui fait office d'épisode pilote, en fait, il montre vraiment. Voilà, là c'est animé, donc on peut se faire plaisir sur les machins bizarres. On va y aller, quoi. Et c'est cool, franchement, ça fait plaisir. C'est logique qu'ils fassent ça, mais ça fait plaisir de voir du Star Trek qui se lâche comme ça dès les années 70, quoi. Scène numéro 3. L'Enterprise s'approche du vaisseau pour l'observer de plus près. On comprend vite qu'il est en très mauvais état. Bien que cassé et sans aucun signe de vie et n'émettant aucun signal électrique, le vaisseau émet tout de même une onde radio. Le métal qui le compose est inconnu, plus résistant et plus léger que tout ce que l'on connaît, d'après Spock. Il n'apparaît pas sur les bases de données de Starfleet. Bref, c'est un mystère. Et oui, donc on a un court extrait d'une microseconde, non, un peu plus, ouais, une seconde d'image avec la fameuse base de données de Starfleet. Spock qui pose sa main très étrangement devant son écran, je ne sais pas ce qu'il fait. Ouais, il est en train de la bouger. Il est en train de s'entraîner pour faire le geste Vulcain. Ah, j'y arrive pas. Bref. Et du coup, m'est venue une question, parce que moi, j'ai vu cette image et je vous ai envoyé un message et je me demandais si le vaisseau qui était là n'était pas un vaisseau romulien. Et donc, Thierry a très gentiment recadré. Regardez-moi ce travail de fou furieux qu'a fait Thierry quand même. La remasteriser, quoi. Je lui ai dit, tu te crois dans NCIS. C'est la scène de on va zoomer sur la plaque d'immatriculation Zoom. illisible. Enhance. Non, c'est zoomer sur le visage, Dépixelisé. dépixelisé, bam. Et alors, on a une image lointaine, tordue, et Thierry nous donne une image proche et de face. Ça aurait seulement été mieux si tu avais réussi à trouver ça sur le reflet des lunettes de soleil de quelqu'un. Ça aurait été merveilleux. Ok. Donc, moi, de loin, je me suis dit, est-ce que c'est pas un vaisseau romulien? De près, clairement non. Hein. Voilà. Est-ce que vous voulez en parler ou... Oui, bah oui, parce que du coup, on a eu des débats sur à quoi ça ressemble comme vaisseau et tout. Et donc, du coup, avec Sean, on est plutôt tombé d'accord sur le fait que la partie, le dessin de droite au milieu, il fait un peu penser au Reliant, mais version TOS, quoi. Parce que le Reliant, il a des nacelles qui sont vraiment collées à la soucoupe en dessous. Et il a une espèce d'arche en plus qui passe au-dessus. Alors là, elle passerait plutôt en dessous vu le dessin. Mais ça fait un peu penser à ça, quoi, comme un ancêtre du Reliant. Il faut le dire d'avance, là, ce que Thierry dit, la version TAS, mais oui, c'est un peu ça, c'est parce que très souvent dans la série animée, on a genre des vaisseaux qu'on a vus dans le live action dans TOS, mais qui ont une espèce de... ils ont une esthétique similaire, mais ils ont quand même une vibe à eux. Parce que ils sont dessinés d'une manière TAS. Donc, voilà. Et du coup, pour la partie gauche du dessin, ma théorie, c'est que c'est pas un vaisseau avec la soucoupe plate au bout, mais juste qu'on ne voit pas le vaisseau en entier et le haut de la soucoupe est hors champ, quoi. Ouais. Est-ce qu'on peut parler un moment des textes? Alors, juste, moi, avant de parler des textes, parlons des dessins. Ils se sont fait suer quand même à ce que le dessin du milieu représente quelque chose. Le reste, ça ne représente rien du tout. C'est complètement aléatoire, ouais. Et textes. Et textes, pour les coups, ont été créés par Midjourney aussi. Oui, alors, d'un côté, je trouve ça marrant qu'ils aient un peu cool qu'ils aient pas mis d'anglais. Parce que, bon, je pense qu'ils avaient la flemme d'écrire des trucs qui ont du sens. Mais concrètement, surtout pour un plan où vraiment on les voit quasiment pas, les textes. Quand j'ai signalé ça, Thierry, tu m'as quand même carrément dit, je sais pas de quoi tu parlais, ça apparaît et disparaît dans la seconde. C'est vraiment... J'avais vu l'épisode juste avant, j'avais pas du tout capté ce plan-là. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? Est-ce qu'on peut pas se dire que c'est un genre de Vulcain informatisé? Donc pas le Vulcain super élégant qu'il y a sur les fringues et les pierres et les textes et machin. Et sur les tatouages. Et que du coup, c'est écrit dans cette langue parce que c'est Spock c'est la seule chose de Spock. Et du coup, la langue s'adapte à l'utilisateur. Voilà.
Bon, je Ou pars est-ce un que peu loin. le basique de Starfleet, de la Fédération, c'est cette langue? Parce que rien ne dit que le basique, c'est de l'anglais. Hein. Ah oui, le fameux standard de la Fédération. Ouais. C'est vrai qu'ils ont canonisé ce truc. Alors, canoniser TAS, c'était une bonne idée. Canoniser le standard de la Fédération, c'était pas une bonne idée, ok. Mais bon, bref. Voilà, Bon, c'est rigolo que ce soit pas de l'anglais, voilà, c'est marrant. Ouais. Bref, scène numéro... Non, je l'ai déjà dit. Tout ce que l'on sait, c'est que ce vaisseau mystérieux est là depuis 300 millions d'années. Face à tant de mystères, Kirk n'y tient plus. On monte à bord. Scène numéro 4. Quelque chose à dire sur le 300 millions d'années? T'étais où il y a 300 millions d'années, Sean? Sur ce vaisseau-là. Ah ouais. Tu es une réincarnation? Ah non, tu es le fantôme. Neil deGrasse Tyson l'a dit, on est tous de la poussière d'étoiles, donc tu sais. Ok. On était tous à la même place il y a 300 millions d'années. J'étais là il y a 300 millions d'années. Je me suis échoué sur Terre. On en était où sur Terre hein, il y a 300 millions d'années? Ouf, Il y avait de la vie, complète, il y avait les dinosaures? Non, il n'y a rien du tout. Il y avait les océans acides. Voyons voir. Vas-y. Le temps que je fasse la scène numéro 4. Scène numéro 4. On a droit à la téléportation depuis l'Enterprise. Hop. Et on voit qu'elle est aussi lente que pour la série originale. Moi qui pensais que c'était juste à cause des effets spéciaux de l'époque, mais non. Donc pareil, petite blague. Oui, d'ailleurs, je pense qu'ils ont fait... ils ont repris un peu, version animation, le même genre d'effets spéciaux. Ils ont secoué des paillettes et puis... ils ont font disparaître. Bon. C'est vrai que c'est pas évident parce que vu que c'est de l'animation par calque, soit l'image y est, soit elle y est pas. Avec la superposition de bobines, tu superposes une image où ils y sont et une image où ils y sont pas. Donc normal, ils s'effacent petit à petit. Mais là, soit il y est, soit il y est pas. Quoi. Et donc ils ont réussi à ne pas faire une tout. Comment? Tu peux faire un calque avec un fond noir. Qui a les silhouettes découpées à l'intérieur. Tu secoues tes paillettes en dessous. Tu filmes ça. Après, tu filmes tes personnages dans leur décor. Par-dessus la pellicule sur laquelle tu as filmé le fond noir. Et du coup, tu mixes les effets. Je pense qu'ils ont fait comme ça. C'est des incrustations à l'ancienne avec des fonds noirs. Parce que du coup, ce qui est en noir, ça s'imprime pas sur la pellicule et le reste s'imprime dessus. Et donc, du coup, tu arrives à mixer comme ça, je pense. À mon avis. Après, je sais pas, j'ai pas le détail de comment ils ont fait, mais ça. Si vous le savez, dites-le nous dans les commentaires. Ça faisait longtemps, ça. C'est parfois appelé l'âge des amphibiens. Il y a 300 millions d'années, on était des crapauds. Ouais, c'est On était des salamandres, comme Janeway et Tom Paris. Carboniferous. L'ère du carbone. Quand ils ont fait Distorsion 10, ils sont non seulement régressés, mais en fait, ils sont partis dans le passé. Bah oui. Ils sont 300 millions d'années. Voilà, wow. C'est canon. Ouais. Ok. Scène numéro 5. Le groupe composé de Kirk, Spock, Bones et Scotty arrive. Qui est en charge à bord du vaisseau? Sulu. Le capitaine Sulu. C'est le film que j'attends depuis le début des temps. C'est le seul qui ne prend pas. Get over it. Et là, non, vas-y, pardon. Et on a la chance donc de voir les ceintures à oxygène fonctionner, ce qui est très cool, mais j'aime bien le design des combis de la série originale, donc ça aurait pu être encore plus cool de voir ça. Et ouais, mais il n'y avait pas le budget. Et ça aurait été chiant. Ouais, voilà. Non, mais c'est vraiment ça, dans le bouquin, il explique. En gros, ça servait à faire des économies, parce que sinon, il aurait fallu dessiner et animer les scaphandres de TOS. Et animer les scaphandres de TOS, ça aurait été assez compliqué, parce que pour le coup, autant c'est facile de faire des raccords quand le bras que tu fais bouger en calque et le corps, c'est la même couleur et c'est des fonds unis. Autant avec les combinaisons, c'est compliqué. Sachant qu'en plus, il aurait fallu les dessiner pour tous les rangs d'animation. Alors que là, ils avaient juste à faire un contour jaune autour et puis c'est bon, quoi. Il y a le truc. Et ça, je pense que ça fait partie aussi des trucs qui ont fait que là, c'est une supposition personnelle, hein,
qui ont fait que Roddenberry voulait décanoniser TAS quand il a dû refaire du live action. C'est que par contre, pour le coup, autant en animation, ça fait faire des économies, autant ça coûterait une fortune en live action de faire un effet de halo autour des personnages à chaque fois qu'ils vont dans l'espace, quoi. Et c'est terrible parce que ce serait pas impressionnant alors que c'est encore plus science-fictionnesque. Et c'est merveilleux d'imaginer, tu as juste un bouton sur ta ceinture, ça te met une bulle de protection, et tu respires dedans, tu as la gravité, en plus il y a un micro parce qu'ils arrivent à se parler, et c'est génial. Mais ça ne marche que sur un dessin animé ou un livre ou un truc comme ça. Parce qu'en film, tu as besoin d'un truc concret. Bref, moi, les ceintures, les jeux vidéo les font beaucoup. Ouais. Allô? Tu ne nous entends pas? Allô? Non. Allô? Ah oui, il y a ça. Mais même dans Star Trek Online, allô, tu bois de l'eau, t'es pas à la bière? Une espèce de shield qui remonte. Donc, ouais, t'as souvent ça. Dans Star Trek Online aussi, il y a des boucliers individuels et quand tu prends des tirs dessus, ça fait une petite animation qui reprend la forme un peu extérieure du corps, où tu vois la protection et tout. C'est un truc qui marche bien en animation, en image de synthèse, en 2D, peu importe. Il y avait ça aussi live, dans The Old Republic, Night of the Old Republic. Ah oui. Et c'est pas du Star Trek. Et du coup, effectivement, c'est une incohérence, c'est-à-dire que ils ont une technologie aussi merveilleuse à l'époque, donc au 23e siècle. Et après, tu vois les films et ils se refont chier avec des scaphandres alors qu'ils avaient des ceintures de ouf qui leur font des champs de force individuels et qui les protègent et tout, quoi. Donc voilà, ça fait partie des trucs qui sont exactement ce qu'on disait. C'est-à-dire que l'animation a permis des trucs. Et là, pour le coup, c'est même pas seulement que ça a permis, mais c'est qu'ils étaient un peu obligés de faire comme ça. Et d'un autre côté, mais on peut tout à fait extrapoler qu'il y a probablement autour du vaisseau encore une forme de gravité ou une forme T'es jamais obligé d'aller si loin. Tu sais, le headcanon qui marche le plus facilement et qui marche quasiment pour tout dans Star Trek, c'est toujours ils ont discontinué le projet parce que ils se sont rendus compte que ça marchait pas aussi bien. Les bots... il y avait un problème avec. C'était fantastique, ils s'en sont servis pour plusieurs missions. Ils se sont rendus compte qu'il y avait des problèmes avec cette technologie, elle n'est pas au point, ils sont repartis au scaphandre. Mais tu te souviens, Thierry, on avait parlé pendant très longtemps des bots fusée de Spock dans Voyage Home. Non, pas Voyage Home, dans Discovery Country. Non, le 5. Et celui avec Dieu, The One with God. Et qu'on n'a jamais revu. Oui. Mais parce qu'en même temps... C'était de la merde. On les a revus dans Lower Decks, je crois. Oui. Ouais. Et regardez-moi cette image, cette perspective de fou furieux. Ce décor magnifique. Regardez-moi. Regardez. C'est trop bien. J'adore. Donc là, on faire un décor comme ça en studio. Là, on est dans... couilles explosées, pardon. On est dans... Oui, cette saison est sur la vulgarité. On dirait des figues. Là, on est dans l'esthétique TAS, vraiment. L'espèce de... Comment dire? Tout en courbe. Ouais, style toile d'araignée aussi. C'est vraiment des élancés. C'est vraiment l'esthétique TAS, puis ça revient très souvent, quoi. Ils s'amusent vraiment... Ouais, ils en ont marre de... Tout est carré dans TOS, tu sais. Ouais, il y a des courbes partout. Ouais, on met des courbes, là. On est dans les spaghettis, quoi. Le vaisseau est composé d'alvéoles, un peu comme le font certains insectes sur Terre. Vu de plus près, le métal n'a pas été manufacturé. Non, il a été tissé. Wow. Oh, mais c'est des imprimantes 3D. Oui, ouais. Ça ressemble beaucoup. Je sais pas si vous avez déjà vu genre quelque chose qui s'imprime 3D, mais si vous voyez des espèces de... C'est du maillage. Ouais, mais il y a quelque chose qui les retient aussi. Je sais plus comment ils appellent là, mais dans le fond, la structure qui tient, ça ressemble un peu à ça. Une fois que ça a séché. C'est vrai. Rapidement, Spock conclut que l'équipage de ce vaisseau a probablement déclenché l'autodestruction du vaisseau. J'ai adoré que tu donnes les détails un peu de ce qu'ils découvrent sur le vaisseau quand ils arrivent, parce que moi c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, justement, de les voir s'extasier un peu. Ils sont là, ils sont waouh, c'est comme ça. Ils s'extasient sur les curiosités techniques et scientifiques du vaisseau abandonné. Et c'est vraiment
c'est très Star Trek, quoi. Voilà, c'est des scientifiques. Ils sont là, ils vont à un truc super bizarre qu'ils n'ont jamais vu et ils sont heureux. Voilà, ils sont là. Ouah, on va pouvoir analyser tout ça, on va pouvoir regarder comment c'est fait. C'est trop bizarre, c'est cool, on va apprendre des trucs. Ce truc a 300 millions d'années. Kirk mentionne, je ne sais pas si c'est là ou dans une scène après, il prend le temps de dire que le vaisseau enregistre tout, scanne tout, puis que toutes les informations vont être relayées au vaisseau. Donc, j'aime bien qu'ils prennent le temps de dire aux spectateurs que oui, tout ça, ça va être documenté, on a tout. Le tricorder aussi a été un peu retravaillé. Quand on parle de Star Trek, on dit souvent c'est un truc sur l'exploration. Et là, direct, dès le premier épisode, on fait de l'exploration à fond. Voilà, curiosité scientifique, plaisir de la découverte et tout. On est vraiment dans le. On va aux limites de la galaxie. Ouais. Ah oui, alors le tricorder en forme de cercueil, c'est spécial, mais moi j'aime beaucoup. Ah, il est beau. Je préfère l'original. Scène numéro 6. Kirk appelle Uhura pour la prévenir que l'équipe va rentrer dans le vaisseau, que l'Enterprise se tienne prête à les téléporter. Uhura indique d'ailleurs que le vaisseau a cessé d'émettre à l'instant où le groupe s'est téléporté dessus. Donc c'est-à-dire qu'il a compris. Quelque chose à dire? Scène numéro 7. Dans le vaisseau, le groupe tombe sur un truc que je serais bien en peine de décrire et je suis dégoûté parce que je viens d'aller regarder et tu n'as pas pris la capture d'écran. Un genre de dôme alvéolé d'où sortent des tiges arrondies au bout et dont les alvéoles clignotent. Spock, après un scan, explique que les tiges captent toute forme d'énergie, mouvement, son, chaleur, etc., etc. Énergie grâce à laquelle le dôme s'est réactivé. À bien y regarder, le vaisseau entier a été conçu de la sorte. Incroyable! Cela donne la chair de poule à Scotty et à Bones. Et Spock se moque d'eux. Effectivement, j'ai pas pris de capture d'écran parce que sinon j'en aurais pris partout tout le temps. On nous fait comprendre qu'en gros, ce que vous voyez à l'écran, si vous nous regardez sur YouTube, ça sert à capter l'énergie, toutes les formes d'énergie. Et donc, on peut supposer que l'Enterprise en lui-même, les mouvements que font le groupe dans le vaisseau servent à alimenter le vaisseau lui-même. Et c'est assez cool parce que du coup, c'est une énergie extrêmement propre, quoi. Les rayonnements stellaires, les radiations spatiales, tout ça, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai remarqué ça en particulier sur cet épisode-là, puis je sais pas si c'est quelque chose qui est récurrent ou qui est établi depuis il y a longtemps, mais Bones en particulier, il comprend tout exactement de la même manière que ce que Spock comprend, mais Scotty aussi, que tout le monde comprend exactement ce qui est en train de se passer. Il n'y a pas on va dire, de niveau différent dans leurs habilités à comprendre, genre, tu sais, la science qui est en train d'être expliquée. Ouais, alors que dans TOS, souvent, il lui disait de traduire. Mais peut-être parce qu'on j'apprécie. On a un temps limité. Ils ont 25 minutes, donc ils peuvent pas trop mettre de blagues, pas trop de suite, quoi. Ouais. C'est un truc que disaient les scénaristes, parce que on en a pas parlé, mais en gros, la consigne de Gene Roddenberry aux scénaristes et de Dorothy Fontana, mais Dorothy Fontana était sur le même, voilà, celle qui relisait les scripts, donc de toute façon, ils n'avaient pas le choix. C'était vraiment de faire du Star Trek. Ils devaient faire en 25 minutes ce qu'ils faisaient en 55 minutes avant. Et il y a eu pas mal de scénaristes qui ont eu du mal à s'ajuster à ça, c'est-à-dire à dire en fait, j'ai pas le temps de tout expliquer, j'ai pas le temps de faire une histoire A et une histoire B, donc il y a juste une histoire avec une péripétie ou une sous-histoire, mais pas plus d'une, et il faut aller vite pour bien expliquer tout et réussir à dire tout ce qu'on a à dire. Donc il y a vraiment un effort dans tous les épisodes de TRS, un gros effort de concision. Et je trouve que ça rajoute à ses qualités parce que du coup, c'est une série qui est très concise. Et le rythme des épisodes est beaucoup plus, on va dire, entre guillemets, moderne que le rythme des épisodes de la série originale. Oui, c'est un truc dont on va parler à la fin. Ouais. Ah ouais, on parlera à la fin. Alors. Non, mais je sais que je l'ai noté. Ouais, non, mais vas-y, Sean. C'est tout à l'avantage de TS. Je l'ai souvent dit, si
en dehors de l'animation et tout ce qui est visuel, que ce soit la série originale ou la série animée, si vraiment l'histoire ou les histoires de la série originale, ça vous paraît un peu long, parce que c'est sûr que de nos jours, maintenant, le pacing est un peu foireux, quoi. C'est un peu lent, quoi. C'est 50 minutes en plus, c'est pas 43, c'est bien 50 minutes et plus un épisode de la série originale. Souvent, il y a juste une histoire, il y a a plot, quoi. Puis ça peut être un peu long. Ça a tendance à traîner, etc. Là, c'est beaucoup mieux rythmé, quoi. Là, tu as tout le concept de ce qui aurait été un épisode de Star Trek, mais c'est condensé. Et donc, du coup, oui, ça fait beaucoup plus moderne. Je trouve que si c'est ça qui te gêne vraiment dans la série originale, là, ça te gênera moins, quoi. Oui, bien dit. Salle numéro 8. Un peu plus loin, le groupe tombe sur un sas, puis un couloir qui les mène à une salle remplie de machines. La salle se referme sur eux, clac, et l'énergie est restaurée, l'air est respirable et la gravité réactivée. Malheureusement, un champ d'interférence bloque les communications avec l'Enterprise. Les phasers non plus ne fonctionnent plus d'ailleurs. Le groupe se rapproche de l'ordinateur central et alors que Spock explique qu'il a été modifié à la hâte pour isoler cette pièce du reste du vaisseau, les autres comprennent que l'équipage a en fait été attaqué par quelque chose. Oh. Pas le temps de réagir que la porte subit une attaque énergétique dans le même instant et dans un effet un peu c'est plus facile à écrire qu'à dire, strombospique, ouais c'est ça, apparaît. Oui, non. Ouais. C'est difficile aussi à écrire en fait. Apparaît à l'écran central un alien bien singulier. Ce n'est pas lui. C'est... Ah, j'ai appuyé une fois de trop. Non, c'est bon. C'est lui. Alors, juste je relève un petit truc. C'est à parler des tricorders qui captent plus d'énergie, les communicateurs qui marchent plus. Et waouh, t'es parti loin. Et les phasers qui marchent plus, mais les ceintures j'ai oublié le nom, les ceintures qui font des champs de force là, Life Support Belt, voilà, non plus ne fonctionnent plus. Ils ne le relèvent pas, personne ne le mentionne dans l'épisode, ils font même pas gaffe. Ah, c'est pas eux qui la coupent. Hein. Bah non. Ah bah oui, non, mais d'un côté, c'est logique en fait. Si tout s'arrête, tout s'arrête. Et du coup, heureusement que l'air était respirable et la pression était bonne, quoi. D'un claquement de doigts, c'est de suite. On ferme la porte, c'est bon. Tout est bon. On peut respirer. Okay. Voilà l'un des défauts. Voilà l'un des défauts de cette technologie-là. Si tu avais un scaphandre, le scaphandre il continuerait techniquement à marcher. Oui, peut-être pas. Hein. Le moteur s'arrêterait. Ouais, mais t'aurais toujours un backup dessus. T'aurais toujours ta bouteille d'oxygène avec parce que pressurisé. C'est pas mécanique. Oui, et tu peux continuer à tourner manuellement ta crinque. T'as une manivelle sur le côté. Sur le tuyau. Ramenez-moi. On parle du design. Il y a des mains derrière la tête. Ah oui, j'avais pas fait gaffe que ça ressemblait à des mains, mais. Comme un peu mouche. Comment il s'appelle le mec dans Discovery? Saru. Ouais. C'est pas des mains qu'il a, mais il a un truc bizarre. Oui, il a des tentacules. Mais du coup, encore une fois, ça fait il y en a une dans Beyond. Ah oui, dans Beyond qui a une poche de tête. C'est très pratique. Ouais. Pour planquer ta bœuf. Un kappa. Est-ce que tu crois que c'est là que normalement ils stockent leurs œufs quand ils pondent des œufs? Je sais pas. Les gardes ici. Pourquoi est-ce qu'ils pondraient des œufs? Pour les stocker là. ou alors c'est comme les enfants pour les stocker là. Ils mettent leur bébé là-dedans. Ils ont du coup, quand ils attendent des bébés, il faut pas qu'ils aillent dans des concerts de métal parce que sinon ils secouent la tête et ça fait des bébés secoués. Ok. Le design de l'extraterrestre, qui est incroyable quand même. Ils se font plaisir, quoi. Voilà, il n'y a pas de budget maquillage là, c'est juste des dessins. Donc allez-y, fait un alien super bizarre avec des yeux insectoïdes, des machins chelous qui dépassent de la tête un peu aléatoirement. Toi, ce serait une série live action de nos jours, genre The Orville, c'est juste Liam Neeson qui mettrait.
Oui. Non, mais il est beau. Incroyable. Spock décide de traduire ce que dit l'alien. On ne sait pas vraiment comment, mais il manipule l'ordinateur. On comprend alors que, étant piégé par l'étoile morte, l'équipage du vaisseau a préféré s'autodétruire plutôt que de ramener le monstre qui les a attaqués. Alors que l'alien s'apprête à dire ce que veut le monstre, tout explose dans tous les sens. Avant même que l'on ait le temps de voir le dit monstre, le groupe est téléporté. C'était cool, hein, c'était oppressant. Ouais, il y a de la tension. C'est réussi. Scène numéro 9. Pas le temps de se réjouir. À peine arrivé à bord, l'officier en charge des téléportations indique que quelque chose a suivi le groupe. En effet, à côté du groupe se tient un prout. Désolé. Vite, Kirk veut le renvoyer, mais n'a pas le temps. Il est paralysé. J'écris très très mal, c'est catastrophique. Quand il y a un peu de tension, là, il faut vite que j'écrive et du coup, je suis stressé. Il est paralysé, ainsi que les autres, juste avant que le nuage ne se dissipe par les conduits d'aération et par tout le système électrique de manière générale. On entend alors via l'intercom un rire machiavélique. Le coup d'épaule que Kirk qui donne à l'officier de téléportation. Ouais. Blam, allez hop, dégage de là. Il le pogote. Et il avait une très belle moustache, cet officier de téléportation. Oui, voilà, c'était très années 70, hein, à nouveau. Ouais, aussi, ouais. On en aura d'autres, hein, la pilosité faciale. Mais du coup, voilà, la notable. question que je me pose, c'est si Kirk, au lieu de jeter son officier de téléportation de côté, là, il l'avait laissé faire, peut-être qu'il aurait eu le temps de les retéléporter. Il n'est pas assez bon. Le machin. Il n'est pas assez bon. Non. Pousse-toi, connard. Dégage, t'es trop mauvais. Le pauvre. Voilà. Bon, c'est juste mais j'ai pas J'allais dire c'est pas des bons, mais j'ai que c'est des bons. C'est un Kirk est pragmatique. Dégage. Donc on a, c'est souvent vert, hein, dans Star Trek quand c'est méchant, hein, la main verte, des trucs comme ça. C'est vrai. Scène numéro 10. Sur la passerelle, tout le monde s'accorde sur le fait que même si toutes les fonctions de l'Enterprise répondent, le nuage a bien pénétré les systèmes. Dans le doute, Scotty et 2 hommes vont enclencher l'autodestruction. Subitement, les ponts 5 et 6 n'ont plus d'air. Également, la salle des machines ne fonctionne plus. Kirk demande à Bones d'aller enquêter sur place. Il y a quelque chose à dire ou non ? Ça va très vite. Hein. Oui, ça enchaîne. Scène numéro 11. Dans la salle, Kirk et Spock débarquent et trouvent Scotty écrasé par la porte d'une écoutille. Sa ceinture d'oxygène le protège, mais va bientôt s'arrêter et il mourra. Donc en fait, ça fait champ de force. Oui, globalement, c'est ça. C'est ça. Et c'est marrant parce que, genre, il a oublié de l'enlever et ça lui a sauvé la vie. Ou alors elle s'est activée parce que si tu regardes les autres, Kirk et Bones, qui étaient aussi dans l'expédition, ils ont plus leur ceinture. Ben lui, il est parti direct activer le self-destruct. Ouais. Il n'a pas eu le temps de l'enlever. Il est comme, OK, go. Mais ouais, je relève pas une incohérence. Hein, juste, voilà, il l'a pas enlevé, ça lui sauve la vie. C'est un génie, il l'avait prévu. Rémi n'est pas d'accord. Il dit si, c'est une incohérence. Je pense qu'ils se sont dit... Je pense qu'ils n'y ont pas réfléchi, mais... Bref. L'écoutille ne répondant plus à l'informatique, l'ordre est donné de la dégonder avec un phaser. L'instant d'après, l'Enterprise tire sur le vaisseau alien et l'oblitère totalement. Bye bye. Ah non, c'est pas lui. Bye bye, très joli vaisseau. Donc c'est ma grosse déception de l'épisode. Le vaisseau complet, il n'est plus là. Voilà. On ne pourra plus revenir l'étudier. Heureusement que l'Enterprise a enregistré tout ce qu'il faisait. Ouais, mais c'est dommage de ne pas l'avoir physiquement, tu sais. Mais bon, qu'est-ce que tu veux? Hop, on en était là. Par contre, du coup, pourquoi l'entité détruit le vaisseau? No more proof. On sait jamais. Ouais, ou peut-être pour éviter que l'équipage s'y réfugie.
Parce elle a besoin de l'équipage pour pouvoir quitter l'orbite. Il en avait marre. Il est resté là pendant je sais pas combien de temps, fait que ça l'a gonflé. Ouais, c'est ça. Avec 300 millions. Il le connaît par cœur. Scène numéro 12. L'entité prend totalement le contrôle. Depuis la passerelle, Kirk demande à Spock de créer un bouclier basse fréquente comme ce qui a été fait sur le vaisseau Alien. Ça, là, on va aborder une scène où j'ai pas tout compris de ce qui se passe, donc n'hésitez pas à entrer dans les détails tous les deux parce que je suis, moi, dès que c'est un peu trop techno-bleu. Scène numéro 13. Kirk émet une supposition. Cette entité extraterrestre aussi est piégée par l'étoile morte. Elle a besoin d'un vaisseau et de son équipage pour s'enfuir. C'est alors que l'entité prend la parole. Elle parle comme ça. Et oui, c'est James Doohan qui s'est bouché le nez pour parler. Oh baby. Pardon. C'est alors que l'entité prend la parole. Dès la série originale, parce qu'il n'a pas l'accent écossais, quoi. Elle dit que Kirk a raison et lui ordonne de débloquer le bouclier. Kirk demande à ce que d'abord les zones sans oxygène soient restaurées, c'est normal. Mais l'entité refuse et se met à lui tirer dessus. Puis, sur Spock, on avait une image, le pauvre Spock, Kirk décide alors de faire un truc que je n'ai pas compris avec sa ceinture. Il la pose sur l'ordi. Puis, donne l'ordre à Scotty de faire les réparations que demande l'entité, je suppose. Je sais pas, je comprends pas. J'ai rien compris. Quelqu'un ? Ouais, c'est plus ou moins ça. La ceinture, il la pose sur la console, je pense, pour que la ceinture fasse bouclier. Pourquoi ? Parce que pour pas que l'entité puisse y accéder. Et pourquoi il n'y a pas déjà accédé en fait ? Parce qu'ils avaient mis un truc basse fréquence. Ils avaient mis un bouclier statique sur la console. Ouais. Et du coup, là, ça fait un bouclier supplémentaire, je présume. Oui, et du coup... Oui, voilà. Et ça lui permet d'obéir. Parce que l'entité, ce qu'elle demande, c'est qu'on enlève le static shield. Donc, Kirk, il dit d'accord, je vais obéir, laissez-le tranquille pour pas que Spock meure. Il désactive le static shield, mais il met sa ceinture de support dessus, du coup, qui fait un bouclier autour de la console. Et du coup, l'entité peut toujours pas y accéder. Mais il a fait ce qu'elle a dit, quoi. Voilà. Ouais, mais elle aurait pu se remettre à tirer sur Spock en disant « Obey me, obey me ». Ouais, mais entre-temps, ils se sont éloignés du système de défense automatique de passerelle. Obey me, obey me. Ok, c'est bon. Obey. Bon, ok. Scène numéro... Et du coup, voilà, effectivement, il dit à Scotty de réparer les contrôles du réacteur à distorsion, enfin du moteur à distorsion. Et oui, il dit effectivement de le faire, et je pense pour deux raisons, parce que l'entité le demande et pour être tranquille, et aussi parce que de toute façon, ils en auront besoin à un moment donné ou à un autre, quoi. Donc autant que ça soit réparé. Voilà. Ça te va ou... Ouais, très bien, merci. Scène numéro 14. On a eu droit à Kirk qui fait une roulade. On n'aura jamais droit à Kirk qui arrache son t-shirt, mais au moins on a eu droit à Kirk qui fait un plongeon et une roulade, c'est cool. Comme dans Arena. On aura peut-être un Kirk qui fait un Kamehameha, mais je vous dis pas si c'est une vieille ref, un vieil intervenant Star Trek pour les nuls, ou si c'est pas, ou si c'est vrai, il y a vraiment ça. On le découvrira plus tard. Scène numéro 14. Kirk s'approche discrètement de Spock et lui demande de faire les calculs pour s'enfuir de l'orbite de tête. Mais Spock, il est trop fort, il peut y arriver. Dans la version anglaise, il lui demande pas de calculer. Il lui demande de compute, que je trouve très drôle. Tu sais. Il dit « Can you do the computations yourself ?» Du coup, je trouve ça très drôle. Oui, d'ailleurs, comment on traduirait ça en français ? Ça n'existe pas. Est-ce que tu peux ordinater, de tête ? Il faut faire comprendre que c'est un calcul que tu peux pas faire de tête. Bon. Ouais, c'est ça. Si fait, Kirk ordonne l'accélération du vaisseau qui fonce droit vers l'étoile morte. L'entité tire sur Kirk qui est protégé par la ceinture mais souffre tout de même. L'entité prise de terreur s'enfuit et retourne sur la planète alors que l'Enterprise se libère de l'orbite au dernier instant. Oui,
Dans Horrible. la radio, scène numéro 15, j'y viens. Dans la radio, on entend l'entité pleurer. Ne me laissez pas seul, s'il vous plaît, je suis si seul. Mais c'est trop tard. L'Enterprise reprend sa course et sa mission. Quelle horreur! Quelle horreur! Ouais, c'est très amer comme fin. Ouais, C'est Ouais. horrible. c'est Alarme. une mauvaise entité jusqu'au moment où elle dit ça, quoi. Puis t'es comme, est-ce que c'était vraiment une mauvaise entité qui avait des mauvaises intentions ou est-ce que c'est une entité qui a passé s'est- 300 qui s'est millions mal- d'années. qui s'est mal pris, quoi. Ouais. Ouais, c'est très... Ouais, c'est une entité qui pète un câble parce qu'elle est toute seule et que du coup, elle prend même pas le temps de discuter. Il faut absolument partir. On va employer tous les moyens possibles, quelle que soit la moralité, parce qu'il faut partir parce qu'on devient timbré, quoi. On est fou, on Et, est devenu fou, ouais. ça y est. tous les jours qu'il y a un vaisseau qui dépasse la barrière galactique. la ouais. barrière galactique pour venir te chercher, fait que cette entité-là, elle est là, quoi. Ouais. Alors, peut-être que la seule personne qu'elle rencontre de temps en temps, c'est un Q qui vient de se foutre de sa gueule, quoi, genre, mais... Oh, quelle Allez, horreur. je repasse le voir. Ah! T'es toujours là? Aïe, aïe, aïe. Petit truc sur la scène où il fait enfoncer le vaisseau sur la planète, là, l'espèce de planète chelou. C'est très Star Trek, très, très série originale en fait. Hein. C'est The Carbonite Maneuver, c'est tous ces trucs où on dit on menace de se suicider finalement pour éviter de. Et on sait jamais si c'est vrai, si c'est du bluff. Est-ce qu'il l'aurait vraiment fait? Moi, je pense que oui. Ah ben oui. Ou, Ah ben oui. voilà, enfin, du coup, à chaque fois que l'équipage d'Enterprise, même à l'époque Picard, oui. il me semble que dans les premières saisons saisons de Picard, là, il y a une espèce d'entité extra dimensionnelle qui fait mumuse avec eux, là, comme si c'était dans un labyrinthe de souris. Ouais, et Picard, je les il regarde. dit ah, c'est bon, ça faudra peut-être jouer avec nous, nous on va faire exploser le vaisseau. Et le compte à rebours, il avance bien avant que l'entité dise ah ok c'est bon. C'est pas la tranquille. solution extrême, c'est la première solution. C'est comme, ah ouais, on fait exploser le vaisseau. Ok, bien, Ça devrait. Puisque c'est ça, moi je fais tout péter. Non mais attendez, on peut discuter un peu. C'est vrai que si tu Oh, veux non. prendre ça de manière avait un peu juste du rigolote, c'est dans Astérix en Hispanie, le gamin, là je sais plus comment il s'appelle, qui dit je vais me retenir de respirer jusqu'à ce que vous changiez d'avis. Et si je meurs, vous allez avoir des emmerdes, mon père il va vous tuer. C'est un peu ça, mais version Star Trek. Non, mais en fait, ouais, c'est qu'en fait, ils sont face à une entité contre laquelle ils peuvent rien faire, donc la seule solution, c'est de se retirer du jeu, quoi. Et pour le coup, là, elle est dangereuse, donc ils sont prêts à se sacrifier pour pas qu'il y ait un truc dangereux qui se multiplie partout dans la galaxie derrière, quoi. En toute occasion, la solution, c'est de bourriner comme des cons. Non, c'est pas. Je sais plus quoi. Bon, bref. Nalband. Ouais, oui, j'y étais pas du tout. Et du coup, je voulais redire un truc et j'ai oublié ce que c'était. Désolé, oui, on est dans la relativisation typique de Star Trek aussi, quoi. C'est un grand classique de dire, en fait, les gens, ils sont pas méchants pour être méchants. C'est pas Skeletor pour faire un parallèle avec. Ils ont des vraies motivations et des vraies raisons d'agir, comment ils agissent, quoi. Et c'est pas juste pour le plaisir de faire des trucs méchants. Ouais. Donc, on n'est pas dans le cadre classique des séries pour enfants. Ça correspond un peu à la promesse que faisait Gene Roddenberry dans la presse à l'époque, tout ça, de dire on fait de l'animation, mais de l'animation qui est pour ados adultes. Et donc, on a tous ces trucs-là qui se mettent en place, qui sont du classique de Star Trek et qui sont des thèmes qui sont quand même plus adultes. Voilà. Et en plus, c'est glaçant, quoi. L'entité qui est désespérée, qui va être seule pendant peut-être encore 300 millions d'années. C'est pas très pour enfants. C'est pas très pour enfants comme thème, quoi. on a de nouvelles séries Star Trek qui vont sortir. Il faut s'en aller chercher, le pauvre gars, quoi. Ouais. Peut-être qu'on aura un short trek là-dessus. Hein. C'est Kirk qui s'en va et qui signale à la Fédération. Ils envoient quelqu'un pour négocier avec lui. Ils ont fait un first contact. On aura un second contact. Bon, ok, mais envoie un vaisseau vite. Ouais, Lower Decks. Ouais, le Cerritos qui va.
qui prennent le drone puis qui reviennent, tu sais, avec... non? Ouais. Ils voulaient aller dans le centre de la galaxie, en plus, il me semble, ou je sais plus quoi. Ils le disent, ça, non? Dans l'épisode. Ah bon? Il y avait une cible. Il n'y avait pas un truc du genre, ça venait... Il voulait aller le plus loin possible de là où il était. Non, c'est le vaisseau. C'est le vaisseau. Le vaisseau alvéolé qui venait du centre de la galaxie. J'ai oublié de le dire tout à l'heure, alors que j'avais dit que je le disais. L'épisode a été noté sur Ultime Frontier 7 en moyenne sur 10. Ce qui est très haut. C'est plus haut que la plupart des épisodes de Star Trek Enterprise saison 3. Wow. C'est très haut. Je ne sais pas si je noterais cet épisode-là en particulier un 7, mais... Moi, j'aime bien le concept de fou furieux que représente le vaisseau alvéolé et on garde quand même la truc avec l'entité quasi omnipotente de TOS. D'ailleurs, on a un vaisseau organique dans les années 70, donc avant Farscape. C'est cool. Je suis sorti de cet épisode lessivé. Alors, j'ai été obligé de mettre pause régulièrement parce que je prenais des notes et bon, j'ai une vie. Mais en fait, je me suis rendu compte, il se passe tout le temps un truc. Chaque scène amène une avancée, en fait. T'as pas juste des gens qui discutent. Comme tu le disais, comme vous le disiez tous les deux tout à l'heure, ça avance, il faut avancer, on n'a pas le temps. Celui-là en particulier, il avance de fou. Ouais. Parce que de manière générale, oui, tous les épisodes dans TAS sont quand même, ça bouge, mais celui-là en particulier, il est quand même, je ne sais pas comment, il y avait un épisode de How I Met Your Mother où il prépare une soirée, où ça se passe dans une soirée, dans une maison, puis ça s'arrête jamais. Tu es toujours en train de suivre des personnages qui tournent dans la maison, puis c'est 20 minutes de télévision, c'est épuisant à regarder. Quoi. Et là, ça fait la même chose, parce que l'épisode démarre, puis je pense qu'au bout de, même pas 20 secondes après l'introduction de la mission, on va faire ça, ben c'est comme, non, il y a déjà le vaisseau, qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 tac. Ouais, non, la cadence est forte. Ouais, la cadence. Il y avait beaucoup de choses à dire et à faire, en fait. Il fallait montrer le vaisseau, les bizarreries du vaisseau et tout, l'entité, montrer les trucs avec l'entité. En fait, il y a presque... il y a une sous-intrigue, en fait, dans l'intrigue. Il n'y a aucune... À part la volonté d'explorer un concept alien, qui est une volonté des gens qui créent la série, il n'y a pas de grande raison scénaristique à faire ce vaisseau-là en particulier et à nous présenter genre tout un espèce de nouveau concept de race alien. Quoi. Ça aurait pu être un vaisseau... oui, je comprends, ça fait il y a 300 millions d'années, mais il aurait pu être là depuis seulement 1000 ans, on va savoir quoi, puis ils auraient juste pu montrer un vaisseau Vulcain, puis c'est tout. Quoi. Oui, tout à fait, ouais. Ils n'avaient pas besoin d'y aller aussi fort, quoi. Ouais, c'est clairement une volonté, et c'est aussi, moi, ce qui me plaît dans l'épisode, c'est qu'ils sont allés à fond dans le truc bizarre, et justement, ils se font plaisir, c'est de l'animation, on peut faire des trucs bizarres, on va les faire, parce que c'est très science-fictionnel, ça. Moi, c'est une partie des trucs qui font que je regarde, que je lis, que je regarde de la science-fiction. C'est que t'as des concepts comme ça qui sont complètement hors sol et qui sont là, waouh, t'es où? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Et encore une fois, la scène dont j'ai parlé, où ils s'extasient sur les trucs, ils sont là, waouh, regardez, c'est comme ci, c'est comme ça. Ils n'auraient pas fait ça avec un vaisseau Vulcain ou un vaisseau... Les scénaristes qui se complimentent eux-mêmes, tu sais, waouh, qu'est-ce qu'on est bon, on regarde ce qu'on a créé. Tu sais que je me suis demandé s'il n'y avait pas un peu ce côté-là, mais pas dans ce sens-là, mais dans le sens où les scénaristes sont tellement heureux de pouvoir faire des concepts qu'ils ne pouvaient pas faire sur la série originale. Et du ça coup, descend sur les personnages. C'est ça, c'est les personnages qui s'extasient, c'est un peu les scénaristes qui s'extasient sur les possibilités que ça leur donne, quoi. Ok. Et ça, c'est vraiment plaisant. Voilà. C'est pas un épisode où il y a des gros dilemmes moraux. Parallèle. C'est pas un épisode qui apporte du background à l'univers de Star Trek, puisqu'on n'entendra plus jamais, on n'entend pas de ce vaisseau, de cette entité ou quoi, de la civilisation qui l'a construit, rien. Mais c'est un vaisseau de pure science-fiction, où on fait vraiment, on explore des concepts
pour moi, c'est un peu le cœur de la science-fiction. Tu m'as masqué. Excusez-moi. Non, Ferme ta gueule. non, je voulais voir. J'ai cliqué trop vite, c'est pour ça. Non, c'est ça. Je voulais faire format solo et j'ai cliqué à côté et ça a cliqué sur supprimer. Je suis désolé. Voilà. Mais on a tout entendu. Faire mon monologue. Et du coup, ça m'a coupé. Là, je sais, j'avais la fin, mais je l'ai plus. Voilà. Bon, c'est pour ça qu'il y a des erreurs quand ils comptabilisent les votes dans certains pays. C'est parce que tu sais, le bouton supprimer puis le bouton voter sont juste à côté de même. Ah non, je l'ai masqué. Tu sais, c'est comme le même rouge ou... Bon, bref. Merci. Ok. Est-ce que vous aviez d'autres choses à dire? Si ce n'est que vous aimez beaucoup. Très hâte de voir la suite. Ouais, c'est pas mon préféré des épisodes de la série animée, puis c'est pas celui qui me marque le plus. La preuve, quand on en a parlé la dernière fois dans la dernière conversation préparatoire qu'on a fait, j'étais persuadé que le premier épisode de la série c'était le deuxième. Le deuxième, parce que celui-là est quand même très marquant pour moi, mais je pense que c'est parce qu'il est aussi très iconique dans le lore de Star Trek. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il me marque plus. Mais non, j'étais content d'explorer des concepts farfelus. Puis comme tu dis, Thierry, c'est pas un épisode basé sur des commentaires sociaux, genre truc. C'est vraiment basé sur genre les concepts science-fiction perchés. J'ai retrouvé comment je voulais finir ma phrase. Mon mot de... Allez, ce sera le mot de la fin, du coup. Merci. Vas-y, Thierry. C'est un très bon épisode pilote parce que justement, c'est un peu en mode regardez ce qu'on peut faire. Voilà. Bravo. Nous, c'était pas un épisode pilote. On l'a déjà fait, notre épisode pilote, il y a un an. C'était le premier épisode d'une nouvelle saison. Tiens, j'aime pas ça, les gens qui parlent de leur podcast ou de leurs vidéos en parlant de saison. Il n'y a pas de saison. C'est ridicule. C'est le nouveau chapitre. Beaucoup à tous les deux. On se retrouve bientôt, je ne sais pas quand, pour parler de la suite. On va aller dans le passé de la vie de Spock. À bientôt, Thierry. À bientôt. Et à bientôt, Sean. À bientôt. Salut. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.